Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce comptoir où je vais vous parler des marketplaces. On va explorer la notion du build versus buy. Alors, il va avoir du coup la première partie où je vais introduire la marketplace in nutshell, donc rapidement. La deuxième partie, je vais vous parler des différentes solutions buy. On a une sélection de quatre solutions. La troisième partie, on va vous donner notre avis sur ces différentes solutions. Et la quatrième partie, ça sera un focus sur le build avec un ensemble de tips à prendre en considération si vous vous lancez dans du build. Commençons par la première partie, donc les marketplaces in nutshell. Alors, la proposition de valeur d'une marketplace, elle tourne autour de trois acteurs. Et on va avoir du coup deux visions. La première vision, c'est la vision de l'opérateur qui va implémenter et qui va offrir cette marketplace. La deuxième vision, qui est utilisateur, elle va être partagée entre des vendeurs et des acheteurs. Ces vendeurs, alors, ils sont intéressés par la marketplace pour vendre leurs produits et les acheteurs, notamment, sont intéressés par cette marketplace pour trouver beaucoup plus d'offres et avoir une compétition de prix. Si on rentre dans le détail, la proposition de valeur d'un opérateur, notamment, elle consiste à améliorer l'image de marque associée à cet opérateur, notamment s'il souhaite élargir la gamme actuelle des produits ou des services ou s'il souhaite booster son positionnement avec une variété d'offres. La deuxième proposition de valeur, c'est le développement d'une nouvelle source de revenus, notamment en ayant plus de vendeurs, en ayant plus d'acheteurs qui sont intéressés par sa marketplace, on va avoir plus de ventes et donc plus de commandes et de paiements. Ça permet notamment d'améliorer une certaine synergie entre des marques complémentaires, notamment par rapport à des produits qui sont achetés ensemble ou à des bundles qu'on met en avant. La troisième proposition de valeur consiste à optimiser les profits opérationnels, c'est-à-dire on va maximiser notamment la profitabilité. L'opérateur, il ne gère pas réellement le stock. Il va offrir donc plusieurs produits par différents vendeurs et c'est par exemple les vendeurs qui gèrent les stocks. Et finalement, ça permet d'optimiser les gains. D'un point de vue utilisateur, on va avoir différents types de vendeurs. On peut avoir des fournisseurs, on peut avoir des distributeurs, des grossistes, des producteurs, des commerçants, des marques bien spécifiques ou carrément des non professionnels. Ces vendeurs, ils sont généralement intéressés par augmenter leurs ventes pour atteindre de nouveaux acheteurs et notamment baisser les coûts de marketing parce que c'est géré par l'opérateur de marketplace en termes de prospection commerciale et bien sûr gestion de l'écosystème de partenaires. Ça permet notamment aussi de baisser le coût technique lorsqu'on parle d'infrastructure et maintenance, parce que la majorité des opérateurs offrent des SaaS, des services, services as a service, et ça permet par exemple aussi d'optimiser des travaux qui sont quand même assez lourds à gérer, comme la gestion de catalogue. De l'autre côté, on va trouver des acheteurs et ces acheteurs-là, en fait, on va avoir des particuliers, donc c'est des clients comme vous et moi, ou des acheteurs qui sont des entreprises, donc qui sont intéressés par tout ce réseau de vendeurs offerts par l'opérateur. Alors, notamment l'acheteur, il va avoir un accès à un marché qui est élargi, donc il va avoir une recherche rapide et facile et il va avoir une économie par rapport à ce qu'il achète parce qu'il va avoir une concurrence libre entre les différents vendeurs et donc l'acheteur, il peut choisir la meilleure offre adaptée à ses besoins. D'un point de vue entreprise, on peut avoir du coup un accès à un large choix de fournisseurs avec une facilitation de mise en concurrence et notamment une commande qui peut être centralisée depuis une seule interface ou un back-office de marketplace et avoir même des commandes automatisées, notamment en réapprovisionning. Par exemple, si je souhaite commander des croquettes pour mon chat le mois prochain.
Alors, parle de marketplace, réellement, on n'a pas cette vision de la panoplie de composants qui constituent la marketplace. Et c'est là, du coup, on met un peu l'accent sur cette partie-là. Lorsqu'on parle de marketplace, il va avoir trois grandes catégories. La première catégorie, c'est le site vitrine ou ce qu'on appelle généralement chez les entreprises le front office. Ce front office, il est offert aux acheteurs, notamment soit des individus, soit des entreprises. Et on va trouver des fonctionnalités comme un catalogue où on va parcourir l'ensemble, soit des produits, soit des services. Quand je parle de services, je fais référence par exemple aux services offerts par Airbnb pour louer un logement. Je fais référence par exemple à Uber pour louer un trajet de courte durée. Alors que les produits, je parle par exemple on va prendre comme exemple Amazon qui est le plus connu où je vais trouver des produits physiques, notamment si je souhaite acheter un appris pour le jardin ou ainsi de suite. On va avoir aussi cette notion de recherche et filtre. Donc, ça va me permettre de définir quel est le produit que je suis en train de chercher et les filtres, notamment par rapport à un prix, par rapport à une marque bien définie. Après, on va avoir le panier, le tunnel d'achat. Et donc, la notion de merchandising et SEO, où je vais avoir du coup le référencement quand même de mes pages web sur Internet. Et je vais avoir le compte client qui va avoir du coup tout le référentiel des utilisateurs qui existent sur mon site. Ça, c'est d'un point de vue front office. Le deuxième volet, ça sera le site vendeur qui est offert du coup aux vendeurs ou ce qu'on appelle généralement chez les entreprises le back office. Pour cette partie-là, on va avoir la gestion des produits si on est sur une marketplace de produits et la gestion des services si on est sur une marketplace de services, bien sûr. On va avoir l'offre commerciale, ce qui va permettre à un vendeur notamment de définir c'est quoi la plage de prix qu'il va avoir sur un produit, la date de validité de cette offre. Ça me permet en fait de définir mon différenciant quand même sur le marché. Je vais avoir aussi la configuration des promotions, s'il y a des promotions saisonnières, s'il y a des promotions relatives à Noël, temporaires, ainsi de suite, et que je vais associer notamment à une offre ou à un produit. On va avoir aussi la notion de gestion de commande. Donc, une fois que l'utilisateur a passé sa commande sur le site vitrine, je vais recevoir en tant que vendeur la commande et je peux l'accepter ou l'annuler ou renseigner un peu le statut de l'avancement de cette commande depuis mon back-office. Il va avoir aussi la notion de retour et remboursement, où du coup, je peux gérer mes retours et remboursements en disant, voilà, j'ai expédié en tant que vendeur le colis, ou bien j'ai plutôt renseigné le paiement suite à la réception du colis. Je peux avoir aussi mon espace vendeur où je peux personnaliser en tant que vendeur une page dédiée pour décrire, par exemple, mon activité, avoir un thème bien spécifique à mon activité pour que ça me donne plus de visibilité auprès de mes utilisateurs. Et finalement, il va avoir le service client, donc qui va gérer notamment les questionnements ou des demandes d'aide venant de mes clients. Et le dernier volet qu'on va avoir, c'est la partie administration. Cette partie administration, donc, elle est relative plutôt à des fonctionnalités, notamment comme la messagerie qui peut exister entre un vendeur et un acheteur. Ça peut aussi être lié à la notion d'internationalisation. Si, par exemple, je souhaite lancer mon site en Europe ou en Amérique latine ou en Asie et gérer toute la notion de langue et de devise associée à chaque localisation. Il va avoir aussi la notion de gestion de vendeur, mais ça, c'est plutôt d'un point de vue opérateur. C'est-à-dire, je peux avoir un ranking par rapport à mes vendeurs, par exemple en fonction de leur temps de réponse, en fonction de remplissage de leur offre commerciale, des informations qui lui sont relatives. Et ça me permet notamment de modérer et d'assurer la qualité des vendeurs qui existent sur ma marketplace.
Il va avoir aussi cette notion d'analyse de vente. Donc, pour chaque vendeur, je vais pouvoir suivre tout au long sa période de vente, donc la variation de prix, la variation de vente, quels sont les produits les plus intéressants d'un point de vue acheteur. Et comme ça, je peux le conseiller à mettre l'accent ou bien à vraiment mettre plus en avant ce type de produit. On va avoir un autre volet qui est l'Order Management System. L'Order Management System, c'est un système plutôt intelligent qui va me permettre de dispatcher et faire un split de mes commandes, par exemple, en fonction de stock où il est disponible ou en fonction qui le gère. Par exemple, si j'ai un magasin, là où il y a le stock, ou par exemple, je propose une offre en click and collect, ou si j'ai le stock qui est dans un entrepôt et c'est l'entrepôt qui doit faire directement une livraison directe à mon client. Et finalement, il va avoir le volet de PIM ou SIM, donc c'est le Product ou le Service Information Management. Donc ça, c'est le référentiel où je vais avoir l'information relative à tous mes produits, à tous mes services, notamment quand on parle de titres, de description, de caractéristiques, des attributs relatifs par exemple au marketing, des informations vraiment qui vont constituer mon référentiel de produits ou de services. Alors, donc là, on arrive à notre deuxième partie où on va rentrer plus dans le détail dans les solutions BAI. Aujourd'hui, on a choisi 4 solutions pour faire la comparaison. Donc, on va parler de Miracle, donc il est le plus connu sur le marché. On va parler notamment aussi de Wizaplace. On va parler de Iceberg et on va parler de la solution technique second qui est en association, en fait, qui est opérée et intégrée par Cocolab. Alors, d'un point de vue modèle économique, donc Miracle, il est connu, il est ancien sur le marché, il a été fondu en 2012 en même temps que Wizaplace. Il est assez présent dans le monde avec des locaux en France, aux États-Unis, en UK, en Australie, en Espagne, en Allemagne et en Bretagne. Notamment, on va avoir plus de 300 personnes en termes d'employés. On a plus de 250 de clients qui sont plutôt des grandes entreprises avec un modèle business en B2C, B2B et B2B2C. On va avoir à la fois l'offre de produits et de services. Donc, je rappelle la notion de produit, c'est tout ce qui est produit physique, par exemple, on peut trouver sur Amazon comme par exemple des poufs géantes. Et le service, c'est le fait de réserver un logement ou réserver par exemple un déplacement via Uber. Alors, la plateforme offre un service SaaS avec un modèle économique. On a mis 4 dollars qui est relativement coûteux, notamment avec un setup, donc une mise en place en fait, c'est le ticket d'entrée que vous ayez en souscrivant à Miracle et c'est à partir de 100 cas et après c'est en fonction des bundles et de fonctionnalités que vous allez choisir. Après, il va avoir un abonnement mensuel et après, il va avoir une commission et un pourcentage sur le CA ou le nombre de ventes qui transitent via Miracle. Le time to market, généralement, c'est 6 mois vu des retours d'expérience qu'on a eu sur un tel exemple et il est très stable sur le marché, notamment avec 400 millions de dollars de levée de fonds en 2020. Iceberg est plutôt donc fondé en 2014. C'est un acteur français. Les employés, donc on a à peu près plus de 50 personnes. Le nombre de clients, à peu près aussi 50. Et ils visent plutôt des startups, des PME et des entreprises. Le modèle business, c'est entre le B2C et le B2B avec une offre aussi orientée produits et services, une plateforme SaaS, donc c'est tout à fait pareil. Sur le modèle économique, on va trouver du coup la moitié du coût de Miracle, d'où les 2 dollars, mais il va avoir aussi un coût de mise en place.
avec du coup un abonnement mensuel et un pourcentage aussi sur le CA. Pareil pour le time to market, on est sur un délai de 6 mois et en termes de stabilité, donc il y a eu une levée de fonds en 2019 avec 1,7 million de dollars. Place, pareil, fondé en 2012, donc je vais parcourir un peu l'ensemble des choses qui sont pareilles. Place, il est plus orienté start-up PME, relativement des entreprises, mais il vise plutôt en fait les marchands type PME pour les aider vraiment à digitaliser leur offre. On va avoir notamment la notion de produits et services relativement. Type de plateforme, c'est du SaaS. On va avoir en termes de prix, on a mis 2 $, donc c'est un peu relatif, c'est dans la même marge de Iceberg, avec un ticket d'entrée pour une mise en place et qui commence à partir de 55K. On va avoir un abonnement mensuel et aussi un pourcentage en CA, notamment qui est encaissé sur le nombre de commandes passées sur leur plateforme. Le time to market, il est relativement plus court avec 3 mois et il y a une levée de fonds qui était assez considérable en 2019 avec 13 millions d'euros. Sur Cocolab, Segan, plutôt fait la solution technique, c'est Segan et elle est gérée et intégrée par Cocolab dans l'écosystème de l'entreprise. Donc, ça a été fondé en 2016. C'est un acteur purement français. C'est relativement donc, de taille humaine, entre 30 et 50 personnes, avec 200 entreprises du coup déjà conquis. On va viser notamment des startups, des PME d'entreprises. On va lister après l'ensemble des acteurs ou des clients qui existent. On va avoir donc aussi une offre B2B et B2C. Et là, du coup, Segan, ils sont plutôt spécialisés dans tout ce qui est service. Il offre aussi une solution SaaS. Le coût, il est relativement, moins cher que les autres avec, un coût, par mois qui est inférieur à 10 K d'euros. Donc c'est pas 10 €, c'est une petite faute de frappe. C'est plutôt, 10 K et un coût d'intégration notamment qui sera du coup en associant Cocolab et pour s'intégrer dans le SI de l'entreprise. C'est relativement rapide en termes time to market, donc 3 mois, et Segan a fait une levée de fonds, 1 million d'euros en 2020. En termes de clients alors qui existent, donc on va avoir pour Miracle, ce qui est connu, ce qui existe aussi sur leur site, donc vous pouvez vous renseigner notamment. On va trouver Galeries Lafayette, Auchan, Nature et Découverte, Intermarché, Darty, Truffaut, La Redoute qu'ils a rejoint l'année dernière. Maison du Monde et Boulanger. Pour Iceberg, on va trouver des acteurs comme BP, comme Azos, comme Total, comme Suez. Pour Place, on va trouver des acteurs comme la Fédération française de football, Somfy, Engie. Et pour Cocolab et Segan, on va trouver des acteurs type Thales, type Allianz, Siemens Énergie, Suez, Maïf, Ministère de Travail et la mairie de Paris. Si on rentre plus dans le détail en termes de fonctionnalité, aujourd'hui, du coup, dans cette partie-là, on va se concentrer sur la notion front office et back office. Pour faire rapidement, Miracle et Iceberg n'offrent que la partie plutôt back office. Ils n'ont pas du tout de front office. Donc, la notion, le site plutôt e-commerce ou le site vitrine, ça, c'est pas offert. Mais pour Miracle et Iceberg, mais ils offrent notamment des connecteurs front office externe pour, par exemple, s'associer avec d'autres solutions type Magento, par exemple, ou Ebris.
Pour Wizaplace et Cocolab, donc il offre l'ensemble des fonctionnalités qu'on liste ici pour le front office, notamment un thème inclus où on peut configurer en fonction de la template ou en fonction de la couleur souhaitée. On va avoir un onboarding et inscription des acheteurs, on va avoir toute la notion de recherche et filtre, le SEO, la recommandation, cross-sale et upsell. Pour la partie back-office, donc à peu près, en fait, on va avoir sur la première partie, on va avoir une égalité entre les quatre acteurs en termes de import et gestion du catalogue, gestion de la politique commerciale ou bah, du coup les offres associées, la sécurisation des transactions, la gestion de commandes des factures et les services clients. Là où on a une différence, ça sera au niveau de la gestion de devis et la gestion de devis qui n'est pas offerte par Eastburg et par Wizaplace. On a la notion de pricing dynamique B2B qui n'est pas offerte par Eastburg. Cette notion de pricing dynamique, elle consiste au fait à avoir, quand il y a un produit où l'offre, elle est vraiment, ça croît en fonction des utilisateurs qui l'achètent. Donc, il y a vraiment un produit qui est très prisé par les acheteurs. Il y a le prix qui va varier en fonction de cette demande-là. C'est ce qu'on appelle par pricing dynamique. Donc, sur la partie gestion paiement à échéance, donc ça, c'est offert par l'ensemble des acteurs et un espace vendeur personnalisable n'est pas offert par Iceberg. C'est au fait le fait d'avoir une page qui va décrire le vendeur, donc avoir cette notion un peu de marketing orienté. Si on passe sur la partie administration, on a à peu près une égalité parce qu'en fait là, c'est aussi ben, le cœur métier d'un opérateur. On va avoir une égalité notamment sur l'onboarding des vendeurs, la modération et l'assurance de qualité de ce qui se passe sur sa marketplace, l'évaluation des vendeurs, la commission qui est personnalisable par des vendeurs, la notion de messagerie entre vendeurs et acheteurs, les rapports de vente et l'internationalisation qui est offerte du coup par les quatre providers. Là, on va avoir une différence, notamment d'un point de vue Miracle, c'est d'avoir un SIM ou un PIM intégré avec la solution Miracle. Donc, avec Miracle, il faut acheter une solution sur étagère, donc type Akeneo ou type euh, j'ai oublié le nom, pardon, je passe. Et sinon, bah, par exemple, pour l'Order Management System, c'est pas intégré avec Miracle et c'est là où il faut acheter la solution sur étagère. On va avoir, après, quand on parle de build, l'ensemble de cet écosystème qui tourne autour de la marketplace. Pour le reste des solutions, toutes ces fonctionnalités, elles sont offertes par défaut. Là, on passe à notre avis. Et le premier, ça sera pour Miracle. Donc là, on va nuancer les points positifs et les points de vigilance par rapport à notre retour, par rapport à nous, ce qu'on a regardé sur le marché, ce qu'on a vu, notre apprentissage notamment. Euh, pour Miracle, c'est la solution la plus mature et stable sur le marché. C'est-à-dire, elle est utilisée par les grandes entreprises. Donc, quand on parle de Miracle, donc, il a sa poids quand on parle de solutions de marketplace, surtout produits. C'est très recommandé pour la rapidité de l'onboarding des vendeurs et il a le petit plus d'offrir un réseau interne propriétaire qui s'appelle Miracle Connect, c'est-à-dire en fait, il offre la possibilité pour les vendeurs qui sont du coup qui ont choisi la solution Miracle de s'interconnecter entre eux, par exemple de choisir un type de produit à intégrer pour un vendeur venant d'un autre vendeur pour tester un peu, tâtonner la faisabilité de ce produit-là, qu'est-ce que ça apporte à l'offre du deuxième vendeur pour pouvoir du coup se différencier et varier un peu son offre sur le marché. Le troisième point, c'est vraiment adapté à des enjeux de scale-up d'une entreprise. Donc, on se lance dans une solution type Miracle, c'est que on a assuré quand même une certaine maturité sur le marché par rapport à la vente, par rapport aux partenaires, par rapport
à notre notoriété et la reconnaissance par les utilisateurs. Et là, on pense à passer à une échelle encore plus haut et on s'intéresse du coup à Miracle. Ça permet aussi d'accompagner la définition du business model où ça rejoint la notion de scale-up, c'est-à-dire Miracle offre la possibilité de revoir avec vous au fur et à mesure, tout au long de votre abonnement, c'est quoi les produits qui sont les mieux adaptés pour vous, comment revoir votre commission, votre modèle de vente, comment maximiser les profits. Les points de vigilance, notamment par rapport à Miracle, c'est le fait que c'est headless. Donc, il n'offre que la partie back-office. Bien sûr, quand je parle de back-office, il y a la partie administration qui va de soi. Il faut garder en tête qu'il faut développer toute la partie front-office et le site vitrine. Ce qui nous rejoint du coup notre troisième point, notamment sur l'intégration avec l'écosystème. Il faut aussi garder en tête qu'on va s'intégrer à un PIM, on va s'intégrer à un OMS. Alors, le petit moins par rapport à Miracle, c'est que l'offre elle est moins mature sur la notion de service. Donc, c'est une offre qui est très jeune. Ça commence à prendre de l'ampleur, mais c'est moins mature que ce qui existe d'un point de vue produit. Le coût est important. Quand on s'engage du coup sur Miracle, vous l'avez vu dans le modèle économique, le coût est important. On est sur à peu près les quatre fameux dollars qu'on a mentionnés en termes de référence. Et c'est là, en fait, il faut vraiment penser, on vous invite à penser à votre modèle économique. Il faut qu'il soit robuste. Il faut que vous arrivez à vous projeter sur 3 ans, voire 5 ans, voire même plus en termes de votre income économique et business pour justifier le coût que vous allez investir. On passe notamment à Wisaplace, donc c'est le moins coûteux. Donc, si vous prenez le coût de Miracle et vous divisez par 2, voire par 3, l'offre est composable. Donc, vous pouvez choisir le front office, vous pouvez choisir le back office et ça vous permet d'accélérer le time to market pour un MVP. Ça reste quand même un petit player qui est adapté aux petites et moyennes entreprises. Et donc, je mets un petit disclaimer par rapport à ce point-là. Selon l'article qui a été publié par le cabinet d'avocats Spark le 22 mars 2022, je vous mets le lien, donc vous pouvez le chercher, l'entreprise est en redressement judiciaire. Donc, on se pose la question sur la viabilité de cette solution à long terme. Pour Iceberg, donc c'est le moins coûteux aussi, hein, donc il est moins coûteux que Miracle, on divise le coût de Miracle par 2, rien que pour le ticket d'entrée. Mais pareil que Miracle, on est sur du headless, on va avoir uniquement une plateforme de back-office, notamment l'administration qui va de soi. Ça a été racheté par le SN Open, ça fait à peu près 2 ans, et depuis, à ma connaissance et à notre connaissance, on n'a pas vu de nouvelle version de software ni d'évolution. Donc ça, c'est où on se pose un peu la question sur la continuité. Ce qu'on a remarqué, qu'il n'y a pas vraiment un positionnement marketplace en termes d'accompagnement pour définir le business model, comme le fait par exemple très bien Miracle. Et finalement, sur Cocolab, on trouve qu'il offre une expérience utilisateur cohérente, facilement customisable, donc à part via son site vitrine et front office. C'est un acteur français qui est en pleine croissance. Il offre le petit plus donc, qui complète, en fait, il est l'acteur plutôt le plus prisé d'un point de vue le plus mature sur le marché français pour les marketplaces de services. Donc, il est adapté pour un MVP entreprise et on a l'offre qui est composable. Donc, on peut prendre le front office, on peut prendre le back office ou juste le back office en fonction des besoins et il respecte un time to market court. Par contre, les points de vigilance, si dans le futur, le besoin change, par exemple, pour intégrer des produits, il faut s'associer avec une autre solution type Miracle. Peut-être qu'il va avoir une évolution sur ce point-là, il faut voir.
Ça reste quand même un petit player par rapport à Miracle et on se pose aussi la question sur la capacité à gérer des projets à large échelle vu la taille de l'entreprise. Donc aussi on compare, donc on a à peu près plus de 300 employeurs côté Miracle versus donc 50, entre 30 et 50 personnes côté Cocolab. Donc voilà, la question se pose. Voici la fin pour notre avis. Et là, on arrive du coup à la partie build versus buy. Et on va finir avec des questions à se poser si on va se lancer sur une notion surtout de build. Alors, la première question, est-ce que les besoins exprimés justifient le développement d'une solution en interne? Est-ce que je ne peux pas l'acheter sur étagère? Est-ce que c'est bien spécifique? Donc ça, il faut vraiment penser à mes besoins. Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir des besoins super exotiques et que je peux peut-être réduire l'ensemble de ces possibilités? Il faut que je réfléchisse en termes aussi de fonctionnalités que je vais offrir à mes marchands en back-office. De quoi j'ai vraiment besoin. Le troisième point, c'est que une marketplace ne vient jamais toute seule. Elle va s'intégrer dans mon architecture existante de SI. Comment je vais assurer cette intégration? Et c'est quoi l'effort que je vais faire surtout par rapport à cette intégration? Et dernier point, c'est quel est le niveau de personnalisation que je souhaite proposer déjà à mes marchands? Est-ce que j'offre quelque chose de standard ou je vais avoir quand même une boutique customisable à la volée? Pourquoi on se pose ces questions-là? Parce que tout simplement, en fait, le développement d'une marketplace en spécifique, en interne, donc un full build, ça coûte énormément cher et c'est lent dans le temps. Donc, on ne peut pas le sortir en 6 mois comme une solution achetée sur étagère. On privilégie ce choix de vraiment lancer un build en interne si, par exemple, l'opérateur il dispose des ressources qualifiées et vraiment des ressources nombreuses aussi en interne. Parce que pour éviter toute la notion de outsourcing, de chercher des personnes compétentes qui ont de pouvoir les internaliser et avoir le risque qu'ils partent avec la connaissance associée. Je constitue, ou bien je fais un build en interne si mon besoin est très complexe et les solutions sur étagère ne répondent pas à ce besoin-là. Et je constitue ma marketplace en interne si ça fait partie de mon axe stratégique, dans le sens, je compte vendre cette solution à des tierces parties dans 5 ans, dans 6 ans, une fois qu'elle est mature et qu'elle est robuste. Le deuxième volet, d'un point de vue question, c'est quelles sont les fonctionnalités standards qui sont offertes par chaque solution qui peuvent répondre à mon besoin. Donc, je peux faire les choses en inverse. Une fois que j'ai positionné c'est quoi mes besoins, là, je vais voir qu'est-ce qui existe sur le marché qui peut répondre à mes besoins. Je peux faire la checklist, donc par rapport, par exemple, comme ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Il faut aussi que j'étudie quelles sont les possibilités d'intégration des outils existants. Est-ce qu'il offre des API? Est-ce qu'il offre des connecteurs, par exemple, préexistants avec, par exemple, Salesforce que je vais gérer ou bien SAP que je vais utiliser pour la comptabilité? Donc, c'est des questions comme ça qui se posent par rapport à mon existant. Et quel est le périmètre de développement spécifique? Donc, comme on a vu, une marketplace, elle ne va pas m'offrir tout sur étagère. Il va avoir quelques parties que je dois absolument développer en interne, rien que pour mes besoins spécifiques. Il faut que j'arrive à avoir une estimation de c'est quoi la complexité de ces développements spécifiques. Et il faut aussi que je pense en termes de volumétrie qui va transiter sur ma marketplace. Ce n'est pas comme si j'ai, par exemple, un volume de vente par exemple, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros par jour, comme de la même manière que j'ai un volume de vente de 50 cas par jour. Il faut vraiment voir où je me situe pour pouvoir choisir la solution adaptée en fonction. Et finalement, quels sont les services de maintenance qui sont proposés par les différentes solutions de marché? C'est-à-dire, je vais avoir un accompagnement au fur et à mesure, une fois que euh, j'ai installé ma marketplace. Est-ce que l'opérateur il va m'accompagner à comprendre comment j'ajuste mes ventes, comment je peux maximiser mes gains, ainsi de suite. Les recommandations qu'on vous fait par rapport à cet ensemble de questions,
C'est que garder en tête que la richesse de fonctionnalités natives proposées par les technologies existantes, va déterminer quels sont les développements spécifiques à envisager. Et n'hésitez pas à revoir vraiment ces besoins spécifiques. Est-ce que c'est vraiment vital pour le lancement d'une marketplace ou ça peut attendre et ça peut être modifié et ajusté? Il faut aussi que j'arrive à saisir c'est quoi la facilité d'intégration dans mon écosystème existant parce que généralement, la partie la plus difficile, c'est la partie d'intégration dans l'écosystème. Comment je vais recevoir du coup mes informations, comment je vais avoir des notions de comptabilité, ainsi de suite. Euh, le dernier point, c'est on va avoir, c'est quoi mon modèle de rémunération. Donc, comme on a vu, une marketplace, ça coûte cher. On a des coûts de setup, on a des coûts mensuels, on a un pourcentage sur le CIA, le pourcentage sur le commande. Il faut vraiment étudier c'est quoi mon business model, comment je vais vraiment capitaliser sur cette vente-là et comment vraiment je vais avoir un retour sur investissement par rapport à cette marketplace. Et finalement, on vous donne une big picture par rapport à l'écosystème qui tourne autour d'une solution marketplace, quel que soit, c'est du build ou du buy. Et c'est qu'à titre, à titre d'exemple, on n'a pas la liste exhaustive. Donc, il va avoir des fournisseurs de paiement, ce qu'on appelle les PSP. Par exemple, type Stripe, ils vont assurer toute la notion d'autorisation bancaire et le déblocage des fonds. On va avoir la notion de PIM, qu'on a listé tout à l'heure. Donc, on a listé Akeneo, il peut avoir par exemple Alchemix, donc ainsi de suite. Tout ça, il faut que ça s'intègre dans ma marketplace. Par exemple, si je choisis Miracle, Miracle n'offre pas un PIM par défaut. D'autres solutions, ils l'offrent par défaut, mais est-ce que c'est adapté à la volumétrie des produits que j'ai en interne? Ça aussi, c'est à prendre en considération. Il va avoir aussi l'Order Management System, donc ce qu'on a cité comme OMS. Donc, oui, parmi les acteurs qui existent sur le marché et qui sont très utilisés, il va avoir KBRW, Wind, OneStock. Et ça va me permettre de dispatcher notamment le split de mes commandes, l'envoi de ces commandes-là vers des entrepôts, vers un magasin, vers, par exemple, un autre partenaire. Et finalement, en termes de logistique, qui vont assurer la livraison de mes commandes, je vais devoir m'intégrer avec eux pour avoir le suivi de l'expédition des commandes et assurer que c'est vraiment été livré à mes clients. Donc, gardez ça en tête. Une marketplace, ça offre des solutions, ça offre un ensemble de fonctionnalités, mais ce n'est pas autoportant en soi. C'est très rare que ça soit autoportant. Ça peut être valable pour un MVP, mais sachez que ça s'intègre dans un écosystème et cette intégration, elle a aussi un coût qu'il ne faut pas négliger. Et je vous remercie du coup pour votre attention. Donc, moi, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a effectivement des questions dans le chat. Du coup, bah, n'hésitez pas à interagir, hein, s'il y a besoin. Je prends du coup la première question qui était posée par Eric. Est-ce que c'est possible d'avoir un ordre de grandeur de pourcentage de CA pris par les éditeurs? Vu notre expérience, c'est entre 3% et 5%. Après, il y a d'autres acteurs, par exemple, qui vous disent on offre un package de commandes. Et là, bah, par exemple, pour une année, je ne sais pas, donc je dis 120 000 commandes, par exemple. Et si vous ne l'avez pas utilisé pendant un an, donc ça peut être, donc vous pouvez le réutiliser dans la deuxième année jusqu'à ce que épuisement de stock de commandes. Euh, Sur la deuxième question, donc j'ai une deuxième question. Vous avez connaissance d'un acteur important hors pure player ayant choisi la voie du build d'une marketplace? Je connais effectivement. Là, du coup, je connais des acteurs. Je suis pas, désolée, je suis pas en capacité de dire le pourquoi du comment ou je peux dire peut-être les domaines. Il va avoir dans le retail. Donc, on connaît quelqu'un, donc un acteur qui était parti sur un build interne
Donc là, ça c'est l'inverse, pardon. Donc là, l'exemple que j'avais, c'est une entreprise qui est partie sur un build interne et après qui a fait une reconversion plutôt en bail pour la solution Miracle. Mais je connais un autre acteur, effectivement, qui était parti dans le domaine de gestion d'entreprise, par exemple, toute l'offre, tous les offres qui sont offertes en interne en entreprise, qui sont partis sur un acteur externe et après, ils ont fait un build en interne. Et ça marche très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous souhaitez encore poser plus de questions ou demander plus de clarifications, mais effectivement, en fait, quand on part sur un build en interne, comme un peu je l'ai dit, il faut que ça s'inscrive sur une vision un peu long terme. On a une vision, par exemple, que je vais offrir cet asset technique comme une offre vendable ou une offre du coup pour mes partenaires ou pour d'autres clients. C'est-à-dire que je souhaite inclure d'autres acteurs dans ma marketplace. Je deviens vraiment un opérateur. Et ça, c'est pertinent, par exemple, si l'information, ou bien si cette fonctionnalité n'est pas offerte dans un domaine de niche. Donc ça peut très bien marcher. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a Benjamin Rocher du coup qui nous dit que Drinks Co a monté sa marketplace en interne. Je ne sais pas si on a plus de règles sur ça. Généralement, en fait, oui, il y a notamment, bon, je pense que c'est connu, hein, je peux le citer, c'est Discount. C'est Discount qui propose aujourd'hui une offre marketplace, donc elle ne figure pas dans cette liste-là, mais si je ne me trompe pas, c'est Octopia. Et à la base, du coup, c'était un build en interne. Et tellement, en fait, la solution est devenue mature et elle commence à avoir quand même une stabilité applicative. Donc là, ils sont capables de la vendre à d'autres personnes ou d'inclure des vendeurs, d'avoir vraiment des vendeurs sur le marché. Et le petit plus que offre ces discounts sur cette partie-là, c'est qu'il offre un catalogue de produits pour ceux qui ne l'ont pas, vu la richesse qu'il va avoir du coup par rapport à leur expérience. Merci tout le monde d'être venu. Alors, du coup, Ah je là, vous rappelle. il y a une Oui. dernière question. Ah, d'accord, oui, pardon, je n'ai pas vu. Qu'en pensez-vous de la solution Getty? Alors, j'avoue, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Mais n'hésitez pas, je peux, si vous êtes intéressé, hein, je peux chercher et vous faire un petit retour. Hein, on peut rester en contact. Merci tout le monde. Du coup, je vous fais, alors il va y avoir des prochains comptoirs, le 12 mai notamment, pour comment créer plus de valeur et développer la collaboration à partir de données enrichies. Et le 24 mai, c'est la démocratisation de l'IA en action. Tout ça, ça sera partagé via LinkedIn. N'hésitez pas à vous inscrire. Eh ben, merci tout le monde et je vous propose de s'arrêter là. Bonne journée.